Bonjour, bonsoir. Et nous retournons pour nous capables de continuer avec le cours de biochimie métabolique. Nous avons commencé avec la glycolyse. Nous terminé avec la première partie, c'est-à-dire les 10 réactions. Maintenant, nous allons regarder ensemble les bilans, bilan énergétique et bilan métabolique. Ensuite, on va parler de la régulation de la glycolyse. Alors, je rappelle que la glycolyse, en fait, c'est la première étape. Oui, donc c'est la première étape de l'oxydation du glucose. Donc, l'oxydation du glucose, l'oxydation complète, est faite en deux étapes. Il y a d'abord la glycolyse qui c'est une voie métabolique qui a 10 réactions là-dedans. Glycolyse en lui-même, est faite en dehors de la mitochondrie. Donc, c'est et la glycolyse est extra-mitochondriale. Donc, glycolyse est subdivisé en deux étapes, deux phases, si vous voulez. Il y a la première phase, les 5 premières réactions constituent la première phase. C'est une phase d'investissement, c'est une phase de consommation d'énergie. Et au cours de cette phase, au cours de ces 5 réactions, il y a consommation de 2 molécules d'ATP. Les 5 dernières réactions, c'est la deuxième phase, phase de production d'ATP. Donc, il y a production de 4 molécules d'ATP. Donc, consommation de 2 molécules, production de 4. Donc, le bilan énergétique, c'est 2 molécules d'ATP avec la formation de 2 molécules NADH+, qui pral réoxyder dans la chaîne respiratoire mitochondriale et chaque molécule de NADH+, il même a produit 3 molécules d'ATP, mais au niveau de la mitochondrie. Maintenant, si on considère seulement et les ATP, les molécules d'ATP produites au cours de la glycolyse hors de la mitochondrie. Donc, on a dit que le bilan énergétique de la glycolyse, c'est 2 molécules d'ATP. Maintenant, ce qu'il faut dire aussi sur la glycolyse, c'est que une molécule de glucose va être et va conduire à la formation de 2 molécules d'acide pyruvique. OK, donc c'est une oxydation incomplète parce que donc la réaction démarre avec un composé organique et aboutit à 2 composés organiques, 2 molécules d'acide pyruvique ou bien de pyruvate. Donc, on dit que la réaction, c'est une oxydation incomplète. Donc, dans la dernière vidéo, on avait décrit ces 10 réactions. Et maintenant, on va parler, et comme je l'ai dit au début, on va parler du bilan énergétique. Nous avons déjà commencé par des informations sur lui. On va également parler du bilan métabolique. Donc, bilan énergétique de la glycolyse, comme je l'ai dit tantôt. Donc, nous, au cours de la première phase, donc il y a production de il y a consommation de 2 molécules d'ATP. 2 molécules d'ATP ont été hydrolysées. 2 molécules d'ATP ont été hydrolysées. Si vous vous rappelez, et la première réaction de la glycolyse, c'est la phosphorylation du glucose. La phosphorylation du glucose. Donc, le groupement phosphate qui va être ajouté sur la molécule de glucose provient de l'ATP. Et puis, il va y avoir également une réaction. Après, il y aura une réaction d'isomérisation. Donc, le glucose 6-phosphate va être isomérisé en fructose 6-phosphate. Et troisième réaction, c'est la phosphorylation
et fructose et 6-phosphate qui va venir ba nous et fructose 1,6-biphosphate. Donc là encore, au cours de cette troisième réaction, il y a consommation d'une molécule d'ATP. Donc, deux molécules d'ATP consommées au cours de la première phase, les 5 premières réactions. Donc maintenant, l'hydrolyse de l'ATP, d'une molécule d'ATP, donc la produit et en molécule d'ADP, tandis qu'on a parlé de hydrolyse, donc si ATP hydrolysé, la ATP a bail ADP plus PI. Donc PI est fixé sur le glucose, PI est fixé sur le fructose 6-phosphate. Maintenant, et n'a gagné ADP comme et l'autre produit de la réaction. Maintenant, et dans la deuxième phase, la première réaction de la deuxième phase, c'est une réaction d'oxydation. Donc, cette réaction d'oxydation fait intervenir un coenzyme d'oxydoréduction, ok, fait intervenir un coenzyme d'oxydoréduction qui c'est le NAD+, donc qui peut accepter deux protons avec deux électrons ou encore qui va accepter un ion hydrure avec un proton ou encore qui va accepter deux atomes d'hydrogène. Tout ça me dit là, c'est même bagaille là. Deux hydrogènes, deux protons plus deux électrons, un ion hydrure plus un proton, donc c'est des équivalents. OK? Donc maintenant, et au cours de cette première réaction, donc le NAD+, qui est la forme oxydée du coenzyme, va recevoir les équivalents réducteurs, à savoir les électrons et les protons. Donc, il va le convertir en NADH+, donc qui c'est une molécule à haut potentiel énergétique. Maintenant, l'énergie contenue dans le NADH+, donc les électrons, donc ces électrons vont par la suite être transférés à l'oxygène dans la chaîne respiratoire mitochondriale, mais en passant par différents complexes. OK? Donc, énergie qui est générée dans la mitochondrie ensuite au transfert des électrons à la chaîne respiratoire mitochondriale. Donc, énergie, ça va l'utiliser pour la synthèse d'ATP. Donc, nous gagnons un chapitre qui est sous chaîne respiratoire mitochondriale. À ce moment, on a bien tous les détails. OK, maintenant, au cours de cette deuxième phase, donc il y a production de 4 molécules d'ATP. Maintenant, songez bien que la première phase, il était abouti à la formation de deux trioses phosphates, à savoir dihydroxyacétone phosphate et le glycéraldéhyde phosphate. Maintenant, étant donné que le dihydroxyacétone phosphate, lui-même, n'est pas capable de continuer voie métabolique là, parce que pas de enzyme dans voie métabolique là, qui permet que lui est converti en acide pyruvique. Donc, lui-même, n'est pas continué. Mais par contre, étant donné que lui-même dihydroxyacétone phosphate avec glycéraldéhyde phosphate, c'est des isomères. C'est-à-dire que on peut gagner en fait dihydroxyacétone phosphate qui peut convertir en glycéraldéhyde phosphate. Donc ça veut dire que donc la première phase li aboutit à la formation de deux molécules de glycéraldéhyde phosphate. Donc maintenant, et tout ça nous joint dans la deuxième phase, il faut que nous multiplions par deux parce que à la fin de la première phase, on a obtenu deux molécules de glycéraldéhyde phosphate. Donc maintenant, nous travaillons avec une seule molécule. Maintenant, il faut prendre le soin de multiplier par deux tout ça nous joigne parce que réaction, mais ces premières phases-là, il était abouti à la formation de deux molécules de glycéraldéhyde phosphate. Donc, maintenant, on a obtenu, si vous voyez bien là, il montre effectivement que travaille avec les deux glycéraldéhyde phosphate, OK? Donc là, nous avons gagné production de NADH+, gagné production de deux molécules d'ATP, OK là, consommation de deux molécules d'ADP, et ce qu'il faut rappeler ici, ces molécules d'ATP qui sont formées là,
c'est phosphorylation au niveau du substrat. C'est-à-dire que l'ATP qui est produit ici résulte de la réaction entre un groupement phosphate qui est fourni par un substrat, ok? Le groupement phosphate est fourni par un substrat. Donc, c'est ça qui fait dire que c'est une phosphorylation au niveau du substrat. C'est parce que le substrat, ok, mais c'est les mêmes qui baillent groupement phosphate là. Par exemple là, et si on regarde des molécules ça c'est acide 1,3 biphosphoglycérique, ok, ou encore 1,3 biphosphoglycérate. Donc, c'est les mêmes qui prennent bail au groupement phosphate, ok, qui prennent bail au groupement phosphate et dans un premier temps, après ça, on va avoir un phosphoénol pyruvate qui va l'autre groupement phosphate là, qui va le faire que on va deux molécules d'ATP qui va le former là. Et c'est ce qu'on appelle la phosphorylation au niveau du substrat. Ça veut dire que c'est le substrat qui fournit le groupement phosphate. C'est ce substrat également qui fournit l'énergie nécessaire à la fixation du groupement phosphate sur l'ADP. Ok, donc en termes de bilan énergétique, nous sommes capables de dire que gagner de ADP qui est alors bilan énergétique là si nous prenons nous sommes capables de considérer éléments ça et laissez-moi vous montrer. Donc nous sommes capables de considérer éléments ça voilà pour bilan énergétique là. Ok, donc nous sommes capables de considérer ces éléments pour le bilan énergétique. Donc, nous gagnons 2 ADP qui est utilisé. OK, là, nous avons 2 PI, 2 NADH qui va 2 ATP. OK, 2 ATP. Donc, nous regardez bien, nous avons 2 ADP plus 2 PI. Donc, là, va 2 ATP, 2 NADH. OK, 2 NADH. Donc, là, va 2 NADH, 2 H+. OK, 2 H+. Voilà, ça, c'est le bilan énergétique, le bilan énergétique. Maintenant, ici, ce qu'il faut savoir, c'est que le NADHH+ va produire 6 ATP au niveau de la chaîne respiratoire mitochondriale, 6 ATP au niveau de la chaîne respiratoire mitochondriale. Maintenant, si on se limite seulement à la glycolyse sans tenir compte de NADH qui va être réoxydé dans la chaîne respiratoire mitochondriale. Donc, nous sommes capables de dire glycolysant, il y a un bilan net de 2 molécules d'ATP. OK. Maintenant, pour le bilan métabolique, là, c'est toute la réaction. Il faut considérer glucose et pyruvate et de l'eau, etc. Donc, cette réaction que vous avez en bas, c'est le bilan métabolique. Donc, le glucose, OK, donc plus 2 ADP, plus 2 PI, plus 2 NADH, 2 NAD+, donc il va être 2 pyruvate. Donc, pyruvate ou acide pyruvique avec 2 ATP plus 2 NADH, 2 H+, et puis 2 molécules d'eau. Donc, ça, c'est le bilan métabolique. Donc, réaction, ça, c'est son réaction pour nous connaître. OK, on nous poursuit. Alors, nous allons maintenant parler de la régulation. N'oubliez pas, on avait dit au début de ce chapitre que toutes les voies métaboliques sont régulées. OK, toutes les voies métaboliques sont régulées et cette régulation implique non seulement des enzymes et des substrats aussi. Des enzymes et les substrats, OK? Donc, on va voir quelles sont les réactions clés du contrôle de la glycolyse, quels sont les substrats, les ligands,
ok, peuvent activer ou désactiver les enzymes et quelles sont les voies métaboliques et alternatives dans le cas du blocage de la glycolyse. Donc, on dit dans les voies métaboliques, les enzymes qui catalysent les réactions irréversibles sont des sites potentiels de régulation. Oui, effectivement, moi, c'est que je souligné ça pour nous. Et l'on a commencé avec glycolyse. Donc, côté que nous, ouais, par exemple, la première réaction, troisième réaction, notamment troisième réaction, hein, donc qui s'est catalysée par phosphofructokinase. Donc, c'est une réaction, enzymes, ça sont enzymes clés dans la régulation de cette voie métabolique qu'on appelle la glycolyse. OK, en aller, qu'est-ce qu'on nous montre ici? Donc, il y a le glucose ici qui est catalysé par hexokinase. OK, donc là, c'est cette réaction, c'est un point de contrôle de la glycolyse. Ensuite, nous avons phosphofructokinase qui c'est un point de contrôle également de la glycolyse. OK? Donc maintenant, vous voyez, donc si cette enzyme est bloquée, phosphofructokinase est bloquée, mais qu'est-ce qui va se passer? Donc la glucose 6-phosphate, ok, glucose 6-phosphate ne pourra pas être converti en triose, ne pourra pas être converti en pyruvate. À ce moment, la voie métabolique va être bloquée au niveau de glucose 6-phosphate. Mais ça passe, alternative yo, glucose 6-phosphate soit li aller dans la formation du glycogène, donc l'autre voie métabolique que nous les glycogénèse, soit li aller dans la voie des pentoses phosphate, okay? Donc qui parle produit et des pentoses phosphate qui est important pour la synthèse des nucléotides et la réplication de l'ADN, etc. Et puis nous gagnons phosphoénol et alors cette enzyme c'est pyruvate kinase. Voilà, c'est pyruvate kinase, c'est pas phosphoénol, c'est pyruvate kinase. Donc, qui c'est un enzyme clé également dans la régulation de la glycolyse. Donc, nous, ouais, enzymes qui participent dans la régulation, c'est les kinases. Ok, c'est les kinases donc, qui participent dans la régulation. Donc, nous gagnons, en garde pour nous, exokinase, glucokinase. Pas oublier que glucokinase est spécifique au glucose, alors que exokinase n'est pas spécifique. Donc, exokinase est capable de catalyser la réaction de phosphorylation de glucose, de fructose, de galactose, de mannose, alors que glucokinase lui-même est capable seulement catalyser la phosphorylation de glucose. C'est très, très, très spécifique. Maintenant, répartition tissulaire, nous gagnons exokinase que nous jouons dans les autres tissus et foie, et pas dans foie, nous pas jouer dans foie, nous pas jouer dans cellule pancréatique. Et puis, glucokinase, lui-même, est spécifique au foie et les cellules bêta-pancréatiques. Et puis, constante de Michaelis pour le glucokinase, faible pour exokinase, élevé pour faible pour exokinase, élevé pour glucokinase, affinité pour le glucose, donc élevé et puis faible. En regarde, ça dit, l'exokinase a une activité limitée, une accumulation de G6P-linip. Donc, G6P, c'est le résultat de la première réaction de la glycolyse. Donc, c'est le glucose c'est la phosphorylation du glucose qui aboutit à la formation de glucose 6-phosphate. Maintenant, glucose 6-phosphate qui s'allie, lui-même, c'est un ligand. Un ligand
Dans quel sens? C'est parce que li capable, en fait, influencer l'activité de exokinase. OK? Donc, quand glucose 6-phosphate est accumulé, donc, accumulation liée à quoi? Accumulation liée à un blocage de enzymes prochaine réaction. Par exemple, phosphofructokinase. Si phosphofructokinase est bloqué, mais cela veut dire que il y a un embouteillage et par conséquent, glucose 6-phosphate qui t'a supposé convertir en fructose 6-phosphate par une isomérase. Ensuite, fructose 6-phosphate t'a supposé convertir en fructose 1,6-bisphosphate. Mais ces réactions, ça, qui bloquent, qui fait que glucose, les mêmes accumulé, il pas capable de continuer. Donc, l'accumulation de G6P, qui ça le fait, l'inhibe exokinase. OK, l'inhibe exokinase. Donc, on parle de rétrocontrôle allostérique. Allostérique, ça veut dire que ça veut dire que glucose 6-phosphate, lui-même, li al fixé sur l'autre site sur enzyme. Pas dire que yon enzyme, li gagne ce qu'on appelle le site actif. Le site actif, c'est une poche, OK, dans l'enzyme, côté que on retrouve des groupements fonctionnels qui gagnent deux rôles. Donc, un premier rôle, c'est fixation du substrat. Un deuxième rôle, c'est la transformation du substrat, c'est-à-dire la catalyse, c'est la réaction. Maintenant, il y a d'autres sites en dehors du site actif côté que vous gagnez des molécules qu'on appelle ligands qui sont capables de fixer et au même temps, le fixé et dans le site ça qu'on appelle le site allostérique, et mais ils sont capables d'influencer l'activité de l'enzyme. Ils sont capables soit inhiber l'activité, soit mais accélérer l'activité enzyme. Mais dans le cas de G6P, donc les mêmes les gagnent action inhibitrice sur l'exokinase quand il y a une accumulation de G6P. Donc logique, si G6P a accumulé, cela veut dire que gagne un embouteillage qui fait que G6P n'est pas capable de transformer en fructose 6-phosphate, en fructose 1,6-biphosphate, etc. Donc, s'il n'est pas capable de convertir et continuer voie métabolique, là, c'est parce que il y a un problème. Mais dans ce cas, exokinase a bloqué pour pas continuer à produire G6P. Donc, c'est G6P en même qui pourra le fixer sur exokinase, qui pourra dire, bon, et pas capable d'avancer ou mettre fonti camper. Pas besoin de produire encore, puisque pas avancer, ou mettre fonti poser, les voies métaboliques débloquées à ce moment, et mais on mettre continuer à produire G6P parce que moi-même, je suis capable de convertir en d'autres molécules, en d'autres intermédiaires de la voie métabolique qu'est la glycolyse. Lorsque le PFK, c'est phosphofructokinase, c'est cette enzyme qui lui-même va convertir le fructose 6-phosphate en fructose 1,6-bisphosphate. OK? Donc, lorsque le PFK est inactif, la concentration en fructose 6-phosphate augmente et le taux de G6P augmente car il est en équilibre avec le fructose 6-phosphate. Oui, c'est parce que c'est une réaction d'isomérisation. OK, deuxième réaction voie métabolique, la deuxième réaction glycolysante, c'est une réaction d'isomérisation. C'est le glucose 6-phosphate sous l'influence de fructose, phosphofructose isomérase, ouais, phosphofructose isomérase, a converti en fructose 6-phosphate. Donc, puisque c'est une réaction qui est en équilibre, donc, si, si PFK bloqué, eh ça veut dire que on va gagner une augmentation de la concentration de F6P et G6P également. Donc maintenant, l'inhibition de la PFK induit l'inhibition de l'exokinase, effectivement. C'est parce que l'exokinase bloqué, OK, qui fait que on peut gagner une accumulation de G6P, une accumulation de F6P, mais c'est accumulation G6P, c'est ça lui-même qui peut bloquer,
qui va inhiber exokinase. Donc, c'est la rétroaction. Est-ce que nous avons rétro-contrôle ou encore rétroaction? L'activité de la glucokinase dans le foie est proportionnelle à la concentration intracellulaire du glucose. Donc, activité 1, donc, est proportionnelle. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de glucose, l'enzyme est active. S'il n'y a pas beaucoup de glucose, l'enzyme est ralentie, l'activité enzymatique est ralentie. Elle phosphoryle le glucose uniquement quand il est abondant. OK? Donc, constante de Michaelis élevée. C'est-à-dire que les gains affinité pour glucose, c'est quand la concentration est élevée. La constante de Michaelis élevée de glycokinase du foie permet au cerveau et aux muscles d'être les premiers à être servis lorsque l'apport du glucose est limité. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est-à-dire que le fait que le phospho et glucokinase, lui-même, les spécifique au foie et spécifique aux cellules bêta-pancréatiques, et que les gains ont constante de Michaelis qui est élevé, c'est-à-dire que les gains affinité pour glucose, c'est quand la concentration est élevée. Donc maintenant, s'il y a une faible concentration de glucose, eh bien, ça fait que et foie pas vraiment utiliser glucose, liquide pour les muscles, liquide pour le cerveau qui sont les plus dépendants et du glucose, qui sont plus sensibles, plus vulnérables à un manque d'énergie. Donc, voyez bien comment les choses sont bien fixées dans la nature. Phosphofructokinase, PFK1. PFK1, donc PFK1, c'est pour, ça fait référence au groupe en phosphate au niveau du carbone 1. PFK2, lui-même est capable de phosphoryler fructosant au niveau du carbone 2. Enzyme clé dans le contrôle de la glycolyse. Trois mécanismes permettent de moduler l'activité de la PFK, moduler, contrôler, induction de la synthèse de cette enzyme, induction de la synthèse de cette enzyme. Donc là, puisque c'est une enzyme, nous connaissons que l'enzyme et généralement sont des protéines. Donc là, nous avons ce qu'on appelle la traduction. OK? L'induction de la traduction. OK, puisque l'enzyme dans son protéine, donc synthèse faite par la traduction. Donc là, on est au niveau de l'ADN. Donc ADN et transcription et ARN messager, traduction protéine. Modification covalente des enzymes par phosphorylation ou déphosphorylation. Alors, les enzymes peuvent être activées ou désactivées, soit par phosphorylation ou déphosphorylation. Donc, il y a des enzymes, les phosphorylées, les activées, il y a de l'autre, les phosphorylées, les désactivées. Il y a des enzymes, les déphosphorylées, les activées, les pas déphosphorylées, donc les activées. Donc, régulation allostéique par des effecteurs chimiques ou encore ligands. Par exemple, G6P, nous avons parlé de l'Italie, c'est un effecteur chimique ou bien un ligand. Donc, ce sont des molécules, donc de petites molécules donc, qui sont capables de fixer sur des enzymes et influencer l'activité. Phosphofructokinase, et la PFK1 est inhibée par l'ATP. Donc, l'ATP, c'est un effecteur chimique. L'ATP, c'est un ligand. Donc, elle se fixe sur un site régulateur différent du site catalytique qui abaisse son affinité pour le substrat. Donc, il est fixé sur un site qu'on appelle site allostérique. Donc, là, nous avons inhibition non compétitive. OK? Donc, le fait que le pas fixé le sous-site actif enzyme, donc, on a parlé de inhibition non compétitive. L'action inhibitrice de l'ATP est bloquée par l'AMP ou l'ADP. OK? L'action inhibitrice de l'ATP est bloquée par l'AMP ou l'ADP. Cela veut dire que quand
vous avez une forte concentration d'adénosine monophosphate ou une forte concentration d'adénosine diphosphate, cela signifie que pas gagner énergie. OK, cellule là pas gagner énergie. Donc, une forte concentration d'ATP indique une faible concentration d'AMP ou d'ADP. Maintenant, une faible concentration d'ATP, cela veut dire que tout, presque tout là, toutes les molécules d'ATP sont hydrolysées. Donc, si les molécules d'ATP sont hydrolysées, eh bien, hydrolyse ATP, la produit qui ça, la produit soit ADP ou AMP. Donc, cela veut dire que quand il y a une forte concentration d'AMP ou d'ADP, eh bien, c'est que la cellule n'a pas d'énergie. Et si la cellule n'a pas d'énergie, eh bien, il faut débloquer et il faut activer phosphofructokinase. Mais qui ça peut l'activer phosphofructokinase, mais c'est l'AMP ou l'ADP. Donc, vous voyez, donc l'ATP a une action inhibitrice sur phosphofructokinase. C'est-à-dire que quand la cellule a beaucoup d'énergie, donc il faut bloquer la glycolyse. L'ATP même qui peut bloquer glycolyse au niveau de phosphofructokinase. Mais quand la cellule n'a pas d'énergie, c'est-à-dire pas d'ATP, c'est AMP ou ADP qui peut activer et qui peut activer phosphofructokinase, qui peut en fait débloquer, qui peut débloquer inhibition que ATP lui-même lui provoquer. Donc, l'activité de l'enzyme augmente lorsque le rapport ATP-AMP s'abaisse. OK? L'activité de l'enzyme. Cela veut dire que pour rapport ça li capable bas, ça va permettre que rapport ça bas, c'est quand la concentration d'AMP est supérieure à la concentration d'ATP. Est-ce que vous voyez? Donc, quand rapport ATP sur AMP li augmenté, inhibition, quand rapport là li diminué, activation. Donc, l'autre effecteur chimique ou encore ligand qui est moduler l'activité du phosphofructokinase, c'est le citrate. Donc, citrate, c'est en fait la première molécule qui est formée dans le cycle de Krebs par réaction entre oxaloacétate et le radical acétyl fourni par l'acétyl-CoA. Donc, c'est la première molécule qui est formée dans le cycle de Krebs. OK, on rencontre capable de c'est le point de départ du cycle de Krebs. Donc, citrate, c'est intermédiaire du cycle de l'acide citrique, du cycle de l'acide citrique, cycle de Krebs, etc. Une concentration élevée en citrate signifie que les précurseurs biosynthétiques sont abondants et ainsi une quantité supplémentaire de glucose ne doit pas être dégradée dans ce but. OK? Donc, le citrate alors inhibe BFK1 en augmentant l'effet inhibiteur de l'ATP. OK, l'autre ligand ou encore effecteur chimique qui inhibe phosphofructokinase, c'est le NADH+. Donc, le NADH+, nous connaissons. Donc, lui-même, c'est en fait la forme réduite de ce coenzyme, la forme réduite de du coenzyme NAD+. Donc, NAD+, c'est la forme oxydée, NADH+, c'est la forme réduite. Donc, il est même accepté deux électrons avec deux protons. Donc, qui ça le fait lui-même? Il potentialise l'effet inhibiteur de l'ATP. Potentialise l'effet inhibiteur de l'ATP. Cela veut dire que s'il y a beaucoup de NADH+, donc il pral inhiber et ATP, inhibition levée dès que le NADH+ est réoxydé en NAD+. PFK1 est activé par fructose 2,6 biphosphate. Fructose 2,6 biphosphate, lui-même, lui produit par PFK2. OK? Est-ce que nous voyons? Donc, PFK2
Donc, li est participer à la régulation de façon indirecte. Activateur très puissant de la PFK1 en augmentant son affinité pour le fructose 6-phosphate. OK, activateur très puissant. Et n'a parlé de qui ça là? N'a parlé de fructose 2,6-biphosphate. Donc, c'est un activateur très puissant de la PFK1 en augmentant son affinité pour le F6P, fructose 6-phosphate, et en diminuant l'effet inhibiteur de l'ATP. Donc, maintenant, il est formé par la phosphorylation du fructose 6-phosphate grâce à PFK2. OK? Donc, PFK2, c'est lui-même qui bat naissance à fructose 2,6-biphosphate. Ouais. Maintenant, donc, fructose 2,6-biphosphate, donc, c'est résultat de réaction de la phosphorylation du fructose 6-phosphate et sous l'action de PFK2. Donc, hydrolysé en fructose 6-phosphate par la fructose biphosphatase 2. Donc là, ça va montré nous là, on va montré nous que fructose 2,6-biphosphate qui c'est un ligand aussi, il participe à l'activation de PFK1. Donc, il participe indirectement dans la régulation, dans le contrôle de la glycolyse. On dit le PFK2 et la fructose biphosphatase 2. Fructose biphosphatase 2, c'est une hydrolase, alors que PFK2, c'est lui-même en transférase. Ouais, hydrolase, transférase. Donc, c'est enzyme bifonctionnel avec une activité kinase et une activité phosphatase présente dans une seule et unique chaîne polypeptidique appelée en tandem. En fait, ça veut dire là, c'est que c'est un seul enzyme qui a deux fonctions. OK, qui a la fonction, qui a activité kinasique là, et qui a même activité phosphatase. OK, qui a activité phosphatase. Donc, ça arrive qu'il y a un enzyme qui a plusieurs fonctions. Mais là où enzyme a plusieurs fonctions comme ça, là, qu'on c'est des enzymes polymériques, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs chaînes polypeptidiques, et bien chaque chaîne polypeptidique, ça joue un rôle différent. Donc, c'est des enzymes avec une structure, des protéines avec une structure quaternaire. Quaternaire, cela veut dire que vous avez plusieurs chaînes polypeptidiques qui liées par des interactions faibles. OK? Donc, maintenant, ces fonctions opposées sont réciproquement contrôlées. Donc, de façon allostérique par le fructose 6-phosphate qui accélère la synthèse de fructose 2,6-biphosphate et inhibe son hydrolyse. Par phosphorylation d'un résidu sérine glucose dépendant, OK, par phosphorylation d'un résidu sérine glucose dépendant. Alors, on a parlé des enzymes, pas bien que les enzymes sont des protéines. Donc, les protéines sont des polymères d'acide aminé. Donc, sérine, donc c'est un acide aminé que nous joignons dans les protéines. Ça. Et la phosphorylation des protéines ou encore des enzymes, les fait au niveau de trois acides aminés, les fait au niveau de sérine, les fait au niveau de thréonine, est fait au niveau de tyrosine. Et tous trois acides aminés, c'est des acides aminés avec fonction alcool. Donc, chaque gain un groupe hydroxyle, OH, donc qui permettent la réaction, une réaction de condensation entre un groupement hydroxyle du phosphate et le groupement hydroxyle de l'un de ces trois acides aminés. OK? Donc maintenant, gardez bien, quand il y a phosphorylation, c'est l'activité kinasique qui est mise en branle. OK? Donc là, l'enzyme là, il prend chapeau PFK2. Quand l'enzyme est déphosphorylée, fonction, c'est la fonction phosphatidrolase qui est activée. Et à ce moment, on vient gagner fructose biphosphatase
deux. Donc, un seul enzyme avec deux fonctions, mais deux fonctions qui sont bien contrôlées soit par la phosphorylation ou bien contrôlées de façon allostérique par le fructose 6-phosphate. OK, maintenant nous allons parler nous sommes toujours dans la régulation métabolique de la glycolyse. Donc, nous allons parler de pyruvate kinase. Pyruvate kinase, en fait, c'est enzyme qui catalyse les dernières réactions. Hein. OK, c'est un transférase. OK, réaction catalysée aboutit à la formation de pyruvate. OK, et il aboutit à la formation également de ATP. Donc, il y a trois. Oui. Donc, il y a trois isoenzymes. OK, trois isoenzymes. OK, donc c'est trois enzymes, c'est même enzyme, sauf que peut-être il des différences au niveau des, des propriétés comme des gaz physico-chimiques. OK? Différence au niveau des propriétés physico-chimiques, mais c'est trois enzymes qui fait même travail là que nous jouons au niveau de trois tissus ou bien organes différents. Donc, nous avons L que nous jouons au niveau du foie, nous avons M que nous jouons au niveau des muscles et du cerveau, et nous avons un type A que nous jouons dans les autres tissus. Donc, l'isoenzyme L contrôlé par phosphorylation réversible, la phosphorylation, déphosphorylation. Donc, quand le taux de glucose est bas, le glucagon déclenche une cascade de réactions qui augmente la proportion de pyruvate kinase phosphorylée, forme moins active. Ceci va empêcher le foie de consommer du glucose quand il est plus urgent d'en fournir aux muscles et au cerveau. OK? Et l'isoenzyme M n'est pas phosphorylée de façon réversible. La pyruvate kinase, enzyme allostérique, est activée par le fructose 1,6-biphosphate et le phosphoénol pyruvate. Elle est inhibée par l'ATP, le citrate des acides gras à longue chaîne. Et puis, on n'a pas parlé de l'autre forme. Bon, on a seulement parlé de L et de M, donc on n'a pas parlé de type A. Et puis, pour terminer, je crois, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on vous donne là? C'est une régulation hormonale. OK, régulation hormonale. Et l'insuline, qui ça le fait, il active glucokinase. Il active glucokinase, c'est-à-dire que quand le taux de sucre est élevé dans le sang, donc il y a sécrétion d'insuline. Insuline va laisser et stimuler l'utilisation du glucose, l'entrée du glucose dans les cellules pour diminuer le taux de glucose sanguin, pour baisser la glycémie. Le glucagon, qui ça le fait lui-même, c'est bloquer la conversion du glucose en fait, le glucagon lui-même, c'est inhiber glucokinase. Donc, insuline, qui ça le fait, il active phosphofructokinase, glucagon li désactive. Insuline li active pyruvate kinase et puis glucagon lui-même li désactive. Donc, ça, c'est la régulation hormonale. Voilà pour la fin de ce chapitre qui c'est glycolyse. Donc, nous sommes parlé de bilan énergétique, bilan métabolique, et puis de la régulation. Donc, nous voyons qu'il y a trois enzymes clés qui participent dans la régulation. C'est exokinase ou bien glucokinase, phosphofructokinase et puis pyruvate kinase. Et puis, nous avons un paquet d'autres molécules qui agissent comme effecteurs chimiques ou ligands, par exemple ATP, AMP, ADP, et phosphofructokinase, et, et puis nous avons gagné d'autres molécules qui sont impliquées dans la régulation et de la glycolyse. Donc, n'oubliez pas que les voies métaboliques sont régulées
Donc, glycolyse gen on le pour le fait rapide, gen on le pour le moins rapide, gen on le pour encore moins rapide. Donc, c'est ce qu'on appelle la régulation parce que c'est pas tout le temps que qu'on a besoin de produire ATP. Gen en quantité ATP que qu'on a besoin. Une fois que quantité ça li atteint, mais il faut que la glycolyse s'arrête parce que les besoins sont comblés. Est-ce que vous comprenez? Donc, à ce moment, c'est que glucose toujours, glucose, ça, la rentrée dans d'autres voies métaboliques comme glycogène, et la formation de glycogène, la formation de pentososate ou encore la formation des acides gras. Donc, ça, je me dis nous ça. Donc, glucose, de nous manger un peu de sucre, donc, en quantité qui est destinée à la formation de graisse dans cône. Voilà, et pour la fin de ce chapitre, semaine prochaine, nous poursuivons avec la destinée de l'acide pyruvique. Et puisque nous sommes là dans voie métabolique, ça, donc la glycolyse est aboutie et permet la transformation du glucose en deux molécules d'acide pyruvique ou en deux ions pyruvate. Maintenant, nous allons continuer avec et les pyruvates, nous allons continuer avec la décarboxylation oxydative de l'acide pyruvique et prochaine étape, nous parlons en dans mitochondrie. Donc, jusqu'à présent, là, nous en dehors de la mitochondrie, parce que la glycolyse est extra-mitochondriale. Mais à partir du moment que nous parlons parler de décarboxylation oxydative du pyruvate, c'est que nous avons dans mitochondrie. Voilà pour cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.